Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Sarah Yankou au violoncelle sur une musique de Léon Algazi, très émouvante, et j'ai le plaisir de recevoir ce matin son papa, le professeur Karol Yankou. Bonjour. Bonjour Rafi. Alors bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio J. Il est des moments, Karol Yankou, dans l'histoire qui changent à jamais les peuples et les individus. Les rencontres entre un peuple et Dieu, ou entre un peuple et ses voisins, constituent souvent les mêmes moments de la rencontre entre Abraham et Dieu, entre Moïse et Dieu au buisson ardent. Sont des exemples bibliques de la rencontre et du dialogue entre les hommes. Et il y a 60 ans, disparaissait un homme d'une dimension exceptionnelle, le professeur Jules Isaac, historien, qui aura marqué des générations d'étudiants. Mais Jules Isaac allait métamorphoser la rencontre de la synagogue et de l'église après sa rencontre avec le pape Jean XXIII. Et pour en parler de cette page révolutionnaire de l'histoire, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Karol Yankou. Bonjour. Bonjour. Alors Karol Yankou, vous êtes professeur émérite d'histoire à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur l'histoire des Juifs de Roumanie, des livres consacrés à la place et au rôle du grand rabbin Alexandre Safran notamment. Alors professeur Yankou, à l'issue de la rencontre de Jean XXIII et de Jules Isaac le 13 juin 1960, vous étiez le secrétaire de l'association Jules Isaac. L'association des amis de Jules Isaac. Des amis de Jules Isaac. Je ne me souviens pas très bien. Racontez-nous le déroulement. Où est né Jules Isaac? Qui était Jules Isaac? Quelle était sa place? Pourquoi aujourd'hui on célèbre sa mémoire? Absolument. Il faut savoir que Jules Isaac, il est né le 18 novembre 1877 dans la ville de Rennes, où son père était officier. Mais en fait, c'est effectivement, en réalité, il est un homme de l'Est. Sa mère est née à Strasbourg, son père à Metz, et tous les deux sont des juifs ashkénazes. Dans cette famille, d'ailleurs bien intégrée, l'on respectait néanmoins les principales traditions juives. C'est ainsi que le jeune Jules célébra sa bar mitzvah en 1890, à l'âge de 13 ans, lorsqu'il fut appelé à la Torah par le nom hébraïque Yaakov ben Avraham, qui lui avait été donné lors de la circoncision. Une année plus tard, malheureusement, il devient orphelin dans la même semaine, et son père qui meurt dans la même semaine, son père et sa mère. Son père Édouard était officier d'artillerie, il est mort d'une crise cardiaque le 24 septembre 1891, et sa mère quelques jours plus tard, Léonie, des complications dues au diabète. Finalement, c'est Salomon Blum, le mari de sa sœur aînée, qui devait s'occuper, homme d'affaires, qui fut chargé de la tutelle de Jules. Et c'est finalement grâce aux bourses qu'il a pu étudier. Il se trouve au lycée Lacanal en classe de seconde en 1891-12. Et c'est là, pour la première fois, qu'il rencontre un personnage d'exception, Charles Péguy. Alors on va en parler tout à l'heure. Voilà. De 4 ans son aîné, et ils devaient se rencontrer plus tard en 1897 à l'occasion de l'affaire Dreyfus, mais vous avez raison, on va dérouler toute l'histoire. Toute l'histoire. Toute la place et le rôle exceptionnel que Jules Isaac a occupé, non seulement dans l'Hexagone, mais dans beaucoup de domaines. Alors, Karol Yankou, Jules Isaac, c'était pas un théologien, c'était un historien. C'est ce que j'essaie de dire. Il a fait des études d'histoire, il est agrégé d'histoire, et en 1902, donc c'est l'année où il se marie, d'ailleurs un mariage religieux, le rabbin les marie à Saint-Étienne, il y a même une ketouba le concernant, et donc ensuite il enseigne dans plusieurs villes de province, à Nice, à Sens, à Saint-Étienne. Pour les moins de 20 ans, Karol Yankou.
On se rappelle de nos livres d'histoire Mallet et Isaac. Exactement. Il s'agit de Jules Isaac. Exact, de Jules Isaac. Alors, effectivement, parallèlement à son travail de pédagogue, d'historien, il écrit des petites brochures au départ, des résumés pour les élèves de classe de seconde ou première. Et effectivement, déjà au début de son enseignement. Seulement après la guerre, il va effectivement jouer un rôle important en rédigeant les manuels d'histoire Mallet et Isaac. Alors, pourquoi Mallet et Isaac? C'est lui qui a fait une première histoire, un cours d'histoire pour les élèves, c'était Albert Mallet. Malheureusement, il est mort à la guerre. Et ensuite, après la Première Guerre mondiale, la librairie Hachette a maintenu le nom par déférence pour un héros, il est mort, mais tout ce qui a été fait par la suite, c'est pratiquement Jules Isaac lui-même avec quelques collaborateurs. Donc des générations de Français ont appris l'histoire dans les célèbres annuels Mallet et Isaac de 1923 à 1930. Il faut ajouter aussi, Rafi, que parallèlement à ces livres d'histoire, il est aussi un historien qui s'intéresse aux origines de la Première Guerre mondiale, car lui, il a été un combattant de première ligne lors de la Première Guerre mondiale en tant que simple soldat. Ensuite, il est devenu caporal et sergent, et il veut savoir. Il a écrit des ouvrages historiques pour voir quelles sont les origines de la guerre. Donc, il y a 3 ouvrages qui sont importants. Geoffrey Lanrézac, où il présente effectivement Lanrézac qui a été condamné pour faute qu'il n'avait pas commise, et un autre livre qui concerne les origines de la guerre, où il montre que la responsabilité est quand même partagée. Et en fait, lui, il est à l'origine, ensuite même dans les manuels scolaires, de ce qu'on appelle les 2 points de vue. C'est-à-dire voir lors d'un conflit, lors d'une guerre, montrer les deux aspects de la question pour éveiller l'esprit critique des élèves. C'est la nouveauté, l'originalité de ces manuels qui ont une exceptionnel succès, presque universel, je dirais. Ça a duré jusqu'à quelques années avant sa mort, les manuels d'histoire Mallet et Isaac, même si c'est pas toujours lui-même qui a écrit. La nouveauté, c'est d'abord une iconographie exceptionnelle, beaucoup d'illustrations, beaucoup de questions qui éveillent l'esprit critique des élèves. Jules Isaac était le grand historien, pédagogue que l'on connaît, mais on va s'attacher, professeur Karol-Yankou, à l'autre versant de la personnalité de Jules Isaac, qui était le militant, l'homme engagé dans le dialogue entre la synagogue et l'Église. Alors, d'abord, je voudrais rappeler que Jules Isaac était un juif laïque. Absolument. Il était complètement détaché de pratiques. Voilà. Alors, comment vous expliquez alors, Karol-Yankou, comment vous expliquez son attachement, son engagement dans le rapport entre la synagogue et l'Église? Alors, écoutez, je crois que avant Félix-Berg, on va arriver à Félix-Berg. Tout commence avec l'affaire Dreyfus, avec Peggy, en fait. Peggy, qui est le véritable précurseur de l'amitié judéo-chrétienne, qui a lancé les cahiers de la quinzaine, l'une des plus importantes revues jusqu'à sa mort à la guerre en 1914. Dans les cahiers de la quinzaine, il s'est entouré de toute une série d'amis juifs, parmi lesquels le grand Bernard Lazare, de son vrai nom, Lazare Bernard. Et il parle de lui, Peggy, parle de son ami Bernard Lazare, le premier défenseur du capitaine Dreyfus, 2 ans avant Zola, ça il faut le rappeler, en disant que Bernard Lazare était un homme de 50 siècles, un athée ruisselant de la parole de Dieu. Il a dressé un portrait exceptionnel dans son livre Notre jeunesse sur Bernard Lazare. C'était important. Alors, lui-même, comment dirais-je, Jules Isaac. Jules Isaac avait 20 ans. Voilà. Quand il rencontrait Charles Péguy, mais où? Dans le jardin du Luxembourg. Exactement. Et là, il a été marqué par lui. Et si vous permettez, j'ai sous les yeux exactement la phrase où il dit comment il l'a rencontré, ce qu'elle représente Peggy pour lui. Au quartier latin, ça c'est, voilà.
Au quartier latin, remarque-t-il, Péguy, resté en droite liaison avec le CNR, était notre chef de combat. Il est en train dans l'affaire Dreyfus, on verra tout à l'heure. Sa librairie, bien placée au voisinage de la Sorbonne et de la faculté de droit à langue de la rue Cujas et de la rue Victor Cousin, à 2 pas du boulevard Saint-Michel, fut notre centre de ralliement. Tout le temps que je pouvais dérober au travail de la Sorbonne, je l'ai donné au travail de la librairie et à la bataille dreyfusiste. Celle-ci pour Péguy et pour nous, ses compagnons, vrai préliminaire de la bataille socialiste de la Révolution. Alors effectivement, comment dirais-je, Jules Isaac a été profondément marqué. Alors ça, c'est une des rencontres, professeur Carole Yancourt. Il a eu, Jules Isaac, 2 rencontres décisives. La première rencontre, c'est Charles Péguy, donc quand il avait 20 ans, en 1897, au Jardin du Luxembourg. Mais la deuxième, et c'est ça qu'on va développer, si vous le permettez maintenant, en 1960, il rencontre le pape Jean XXIII. Et est-ce que ces 2 rencontres ont forgé le futur militant du dialogue judéo-chrétien? Est-ce que c'est ça qui va déclencher chez lui toute la problématique des relations judéo-chrétiennes? D'un certain point de vue, oui, mais je dirais qu'il y a d'autres éléments qui montrent effectivement l'engagement de Jules Isaac dans le combat contre l'antisémitisme. D'abord, il faut rappeler quelques éléments concernant sa vie privée. Et je répondrai tout de suite à votre question. Donc, il faut effectivement dire que malheureusement, donc, entre les 2 guerres, il est professeur au lycée Saint-Louis ici à Paris. En 1936, il est nommé inspecteur général d'histoire. En 1939, président du jury d'agrégation. Et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale, le premier statut des Juifs, on devrait dire le statut anti-juif du 3 octobre, et du jour au lendemain, Jules Isaac, il est rejeté de la communauté nationale. Il va se cacher au départ, il va avec son épouse à Aix-en-Provence, il est accueilli par le doyen Bourrilly, et avec l'occupation de la zone sud, il va dans la région protestante des Cévennes, où il va être caché et sous un pseudonyme Jean Breton, il va survivre. Malheureusement, pas sa fille et son épouse, car dans la localité de Riom, malheureusement, son épouse a été effectivement arrêtée. Lui, il se trouvait chez le coiffeur par un heureux hasard. C'est comme ça d'ailleurs qu'il est resté en vie. Et sa fille Juliette et son gendre catholique Robert Boudeville, ils ont été déportés. Et d'ailleurs, les 2 ont été tués dans la déportation. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a une ligne droite concernant l'attitude de Jules Isaac à propos de l'antisémitisme. C'est pas à partir d'un, c'est pas à partir d'un malheur personnel, du fait que son épouse, sa fille, son fils cadet, Jean-Claude, lui aussi, il a été déporté, mais il a survécu quand même. C'est à partir d'un malheur personnel qu'il s'est penché sur les origines de l'antisémitisme, d'où allait jaillir ce livre extraordinaire qu'on appelle Jésus et Israël, mais il y a une ligne droite. Je m'explique. Déjà, Jules Isaac, à l'époque de l'affaire Dreyfus, donc on a vu, il dit la chose suivante, que lui-même n'était pas un combattant de la première ligne. Et il dit, mais pourquoi? On peut se demander pourquoi. D'abord, mon père était officier. Et dans ma tête, c'était pas possible, je cite de mémoire, que des officiers supérieurs puissent se tromper et accuser quelqu'un de la plus grande infamie, de trahir. Et deuxièmement, j'étais juif. Et pas parce que j'étais d'origine que je devais aussitôt prendre la défense des Juifs. Bref, c'est grâce à Péguy qu'il rentre dans l'affaire et ensuite il est très conscient. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, parce qu'il faut qu'on explique à nos auditeurs, donc le professeur Jules Isaac, après sa rencontre avec Charles Péguy, découvre sa judéité, le problème avec l'Église, et il rencontre le 13 juin, vous allez nous expliquer avant d'arriver là, le 13 juin 1960, il rencontre le pape Jean XXIII. Et le secrétaire personnel du pape, à l'issue de cette réunion, écrit la chose suivante, qui est une phrase exceptionnelle que vous connaissez, oui. Et il dit « Je me souviens très bien que le pape resta très impressionné par cette rencontre et m'en parla longuement. Il est vrai que jusqu'à ce jour, Jean XXIII n'avait jamais pensé que le concile qui se préparait, qui s'annonçait,
eu également à s'occuper de la question juive et de l'antisémitisme. Mais depuis ce jour, il ne cessa de s'en occuper. Carole Yankou, vous qui avez connu toute l'histoire de Jules Isaac, comment cet homme a bouleversé les relations judéo-chrétiennes? Oui. Bien sûr, il y a ce livre Jésus et Israël, mais il y a son passé familial, mais est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'il voyait dans l'Église un ennemi de la synagogue? Ou alors il cherchait la réconciliation à tout prix avec les chrétiens? Bon, ce que vous venez de citer, c'est un témoignage très beau, et c'est vrai que le bon pape Jean XXIII a été vraiment marqué par cet historien qui se présentait à lui comme un laïc, et non pas comme un théologien, comme un historien. Mais il faut effectivement, pour comprendre la position de Jules Isaac, il faut dire qu'il a découvert quelque chose. Donc, lui, à partir d'une réflexion pendant la guerre, de ce qui s'est passé, c'est pourquoi je voulais dire que déjà, en 1908, il écrit une lettre à Péguy où il s'élève contre l'antisémitisme de Romain Rolland, 1908 déjà. Et qu'entre les deux guerres, il écrit une lettre à son proviseur en disant qu'il est sensible à ce qui se passe, qu'il participe avec ses collègues à un mouvement de grève à ce moment-là. Mais pendant la guerre, il commence à se documenter. Il veut savoir pourquoi effectivement il y a cette haine. Quelle est l'origine de l'antisémitisme? Et la découverte est la suivante, c'est que les évangiles ont été trahis. Un certain nombre de théologiens chrétiens ont trahi le message de l'évangile. Et il cite énormément, il a plusieurs centaines d'auteurs, il a réussi à lire énormément de choses et expliquer que finalement, c'est une mauvaise interprétation des évangiles qui se trouve à l'origine de ce qu'il appelait, lui le premier, l'antisémitisme a-t-il des racines chrétiennes? Il répond malheureusement oui. Alors, non. Je veux que les auditeurs suivent très bien votre pensée, Carole Yankou, mais cette rencontre entre Jean XXIII et Jules Isaac, même si elle a été très brève, il faut le rappeler. Oui, c'est quand même 28 minutes à la différence. Oui, mais c'est très bref pour une réception. Et elle n'apparaît nulle part dans aucun journal officiel romain. L'Observateur Romano n'en parle même pas. Et Jules Isaac demanda à sa sortie au pape, puis-je avoir une lueur d'espoir? Vous pouvez avoir plus que de l'espoir. Et le pape lui répond, et vous avez droit à plus que de l'espoir. Oui, comment vous interprétez cette déclaration du pape? Parce que le pape a été touché par la personnalité de Jules Isaac, et il va donner au cardinal Béat d'origine allemande la tâche de s'occuper, de prendre en considération les demandes de Jules Isaac. Jules Isaac, qu'est-ce qu'il demandait? Le redressement de l'enseignement chrétien concernant le judaïsme. Et il faut dire aussi qu'avant d'arriver effectivement, en 1960, la rencontre a eu lieu le 13 juin 1960, il y a deux éléments extrêmement importants. On était en pleine préparation du Concile Vatican II. Exactement. Mais auparavant, n'oublions pas qu'un premier pas en vue de la réconciliation entre juifs et chrétiens, c'était la célèbre conférence de Silsberg. Et ça, il faut quand même, on est obligé de dire quelques mots. Et en même temps, lui... Rappelez ce que c'est pour nos auditeurs, les 10 points de Silsberg. C'est ça. Effectivement, les 10 points de Silsberg. Donc, c'est une conférence internationale, plusieurs dizaines de participants. Notamment le grand rabbin Kaplan et le grand rabbin Alexandre Safran. Exactement, le grand rabbin qui représentait la France, le grand rabbin Alexandre Safran, qui était à ce moment-là grand rabbin de Roumanie, avant qu'il soit chassé par les autorités communistes, et qui nous ont laissé les deux des témoignages très intéressant sous l'intervention de Jules Isaac. Mais il faut dire aussi qu'à ce moment-là, Jules Isaac était déjà connu, c'est-à-dire que son Jésus Israël n'était pas encore publié. Il a été fini en 1946, il va être publié en 1948, mais les amis juifs et chrétiens étaient déjà au courant des écrits de Jules Isaac. Et effectivement, à ce moment-là, Jules Isaac va présenter 18 points
qui vont redevenir les 10 points de Silsberg. Et ces 18 points, ce sont les conclusions des 21 chapitres dont je suis d'Israël. Et si je vais juste citer le témoignage du grand rabbin Kaplan qui dit la chose suivante. Le représentant du pape, qui était le père Calice Lopino, il s'opposait, il dit, mais il ne faut pas parler des torts de l'Église, il faut parler des torts de la synagogue, il faut équilibrer. Et voici la réponse du grand rabbin Kaplan. Je faisais partie de la section religieuse avec Jules Isaac. Il avait déjà à ce moment non pas publié son livre Jésus-Israël, mais les thèses principales qu'il soutenait dans le livre qui allait paraître. Nous étions réunis dans un beau parc. Il y avait le père Caliste Lopino. On se rend compte que l'Église doit dire quelque chose, regretter ce qui s'est passé, s'adresser aux Juifs pour essayer d'obtenir une sorte de pardon. Mais voilà, le père Lopino a trouvé que cela ne suffit pas, que l'Église reconnaisse ses torts. Il faut équilibrer. Tout cela est parlé des torts de la synagogue. Des torts de la synagogue? Quels sont nos torts? Dit le grand rabbin Kaplan. Il s'agissait à ce moment-là de redresser l'enseignement du mépris. J'avais beau dire, lorsque nous enseignons le catéchisme, nous n'avons pas à parler de Jésus. Nous ne parlons que du judaïsme. Et que, par conséquent, on ne peut rien nous reprocher à ce sujet. Mais il avait une telle insistance du père Lopino, et il trouvait que c'était moi qui étais obstiné. Finalement, ayant obtenu l'avantage, il a quitté son siège de président. Je préférais cela, je préférais même que ce colloque n'aboutisse pas, plutôt que de dire des choses aussi graves. Merci Carole, mais dans le livre Jésus et Israël, qui est un livre capital de Jules Isaac, ce livre, d'ailleurs, est-ce que ce livre, il vise à montrer que les évangiles ne contiennent aucun motif pour que les apôtres soient taxés d'antisémites? Voilà, lui. Pourquoi cette défense des apôtres dans les évangiles? Parce que notamment il dit que tout vient d'une mauvaise interprétation. Il y a un certain nombre de phrases, un certain nombre d'aspects qui malheureusement ont forgé une certaine théologie chrétienne anti-juive par une mauvaise interprétation. Et lui, je ne veux pas entrer dans les détails, il donne un certain nombre d'exemples pour bien montrer que finalement l'Église s'enracine dans la synagogue. Donc, effectivement, dans le message biblique. Carole Liancourt, on va arriver donc, dans ces 2 minutes qui nous restent à un moment très important, c'est la préparation de Nostra Aetate. Quelques années plus tard, dans ce concile extraordinaire de Vatican II, est-ce que selon vous, le Nostra Aetate, mais rapidement, il y a des zones d'ombre, des zones de lumière, mais c'est un monument d'ambiguïté. Voilà, on est quelques années après la Shoah, on n'en parle pas. Voilà, il y a 2 éléments qui manquent dans ce document. C'était pour la première fois qu'on prend en considération l'antisémitisme. Il est déploré, il n'est pas condamné. Il est déploré non pas pour des raisons politiques, mais pour la charité de l'Église. Et puis il y a surtout 2 éléments qui manquent. L'Église ne parle pas du tout de la Shoah, pas un mot concernant la Shoah. Sur la création de l'État d'Israël. Sur la création de l'État d'Israël. C'est ce que j'appelle les ambiguïtés, mais c'est au-delà de ce... ça peut paraître comme un document, peut-être par certains aspects révolutionnaires, qui a ouvert le débat, mais en tout cas, ça restera aussi comme un monument d'ambiguïté. On ne comprend pas pourquoi l'Église, d'abord, c'était au départ du texte, c'était condamné, et à la finale, on arrive déploré. Oui. Pourquoi? Rapidement. Effectivement, d'abord, d'après ce qu'on a lu, d'après ce qu'on sait, il y a eu beaucoup de pression de la part d'un certain nombre de prélats chrétiens des pays arabo-musulmans. Ça, on va le dire dans votre livre. Alors, quelques mots sur Jules Isaac. Qu'est-ce qui vous laisse comme impression aujourd'hui? Écoutez, on peut dire que le combat de Jules Isaac, les livres de Jules Isaac concernant l'antisémitisme, ces livres sont toujours actuels. Aujourd'hui, cependant, on utilise plutôt pour l'époque ancienne le terme d'antijudaïsme plutôt qu'antisémitisme. Et moi, effectivement, en tant qu'historien, je donne la définition suivante. L'antisémitisme égale antijudaïsme plus racisme. C'est ça la coordonnée et c'est ça la nouveauté. Jules Isaac reste actuel par son combat pour redresser l'enseignement. Mais c'est ce qu'on sait. Et ça, on voit non seulement dans les églises chrétiennes occidentales, ça a été fait. C'est pas fait encore dans les églises de l'Europe de l'Est. Et c'est surtout pas fait dans l'enseignement pour les enfants musulmans. On connaît le combat de Carole Liancourt
pour défendre la mémoire de Jules Isaac. Merci d'avoir accepté notre invitation et on reprendra une autre émission destinée à parler de ce monument d'ambiguïté qui était Nostra Aetate. À très bientôt. Plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation et bravo pour Sarah Liancourt au violoncelle. À très bientôt, Carole. À bientôt. C'est moi qui vous remercie.